Bienvenue aux statistiques pour l'économie. Aujourd'hui, on va s'intéresser au cas où on a de la corrélation dans les données. Euh, et on va illustrer ça avec l'exercice 2 du TD5. Vous savez, on considère un échantillon de taille n, tiré d'une population de moyenne mu et de variance sigma 2. Tous les xi sont identiquement distribués, on vient de le dire, moyenne mu, variance sigma 2, mais ils ne sont pas indépendants. Ça pose un problème très particulier, qui est qu'en gros, ça marche pas bien. Bon. Qu'est-ce que ça veut dire plus précisément? Ça veut dire plus précisément que la variance de l'estimateur de mu ne tend pas vers zéro. Ce qui veut dire en fait que du coup l'estimateur ne va pas converger, il ne va pas nous donner, quand on augmente indéfiniment la taille, le nombre d'observations, il ne va pas nous donner la vraie valeur du paramètre qu'on ne connaît pas, mu, l'espérance. Bon, c'est un problème fréquent en statistique qui est de la corrélation. C'est un problème qui est ennuyeux, qui est d'autant moins ennuyeux qu'on l'a anticipé. Parce que si on ne l'a pas anticipé, c'est là que c'est vraiment embarrassant. Euh, on croit qu'on a un estimateur convergent et on ne l'a pas. Et donc on se trompe. Et le problème, c'est que dans la réalité, il n'y a rien qui démente les hypothèses. Il n'y a pas une force de rappel qui va vous dire à un moment donné, et les variables aléatoires ne vont pas se rebeller en vous disant, mais nous sommes des variables aléatoires corrélées. Tout simplement parce que les variables aléatoires, elles ne sont que dans la tête du statisticien. Ce que vous voyez, c'est des phénomènes, des chiffres, des séries de données. Puis vous décidez que ce sont des variables aléatoires, vous faites l'hypothèse qu'elles sont indépendantes, elles ne le sont pas, et patatras, à un moment donné, bah, tout ce que vous allez faire, ça va vous donner des mauvaises valeurs qui ne vont pas correspondre à la réalité. Bon, bref, le problème de la corrélation, il faut l'anticiper, et pour l'anticiper, il faut avoir compris pourquoi c'est un problème, voir l'exercice. Donc en fait, dans l'exercice, on démarre avec ce n échantillon identiquement distribué. On ne connaît pas la distribution. Tout ce qu'on sait, c'est que on a n variables, donc n données si vous voulez, euh, et on considère qu'elles ont toutes la même espérance, qu'on va appeler mu, et toute la même variance, qu'on va appeler sigma 2. Et puis, en fait, ce qu'il y a, c'est qu'on ne connaît pas mu. On ne connaît pas mu, et donc on voudrait l'estimer. Et donc pour ça, qu'est-ce qu'on fait? On prend un estimateur de l'espérance, c'est la moyenne. C'est-à-dire qu'on prend x bar n, et x bar n, c'est la somme des observations divisée par n. Bon, ça, tous les étudiants savent faire une moyenne, n'est-ce pas? La preuve, c'est que quand le prof la calcule mal, en tout cas, si elle est en dessous de ce qu'ils attendent, ils viendront réclamer. Bon, mais blague à part, la question qu'on se pose, c'est que vaut l'espérance de ça? Et l'espérance de x bar n, il suffit de remplacer x bar n par sa définition, c'est donc l'espérance de 1 sur n fois la somme des xi. Par linéarité de l'espérance, oui, parce que l'espérance est linéaire. Ce n'est pas le cas de tous les opérateurs, hein, on va voir dans pas très longtemps. Mais l'espérance est linéaire, donc ça signifie que 1, on peut sortir le facteur 1 sur n de l'espérance, premier aspect de la linéarité, et deuxième aspect de la linéarité, l'espérance de la somme, c'est la somme des espérances. Donc, l'espérance de xn bar, c'est 1 sur n fois la somme des espérances des xi. Et on vient de dire que toutes ces espérances de tous ces xi valent mu. Donc on a 1 sur n fois une somme de n termes identiques qui valent chacun mu. Donc je peux écrire 1 sur n fois n termes identiques qui vaut chacun mu. Okay, 1 sur n fois mu. Et là, 1 sur n fois n, 1 fois mu, mu. D'accord? Donc on a calculé l'espérance de x bar n. Mais si on fait ça, c'est parce qu'en fait on nous demande quel est le biais de x bar n. Sous-entendu, le biais de x bar n comme estimateur de mu, naturellement. En effet, le biais, il est défini en référence à la quantité qu'on cherche à estimer. Et le biais, c'est l'espérance de la différence entre l'estimateur et la quantité qu'on cherche à estimer. Ça, c'est la définition du biais. Vous n'aurez d'ailleurs aucun mal à me concéder qu'un prof qui met systématiquement des notes inférieures à ce que les étudiants attendent, c'est qu'il a un biais négatif. C'est bien x bar n inférieur à mu, d'accord? Bon, donc on y est. Un prof qui met systématiquement des notes au-dessus, non, c'est normal ça. Mais non, c'est pas normal, il a un biais positif. Bon, bref, l'espérance, donc le biais de x bar n, comme estimateur de mu, c'est l'espérance de la différence entre x bar n et mu. Et donc, par linéarité de l'espérance, c'est l'espérance de x bar n moins l'espérance de mu. Mu, c'est une constante. Donc, l'espérance de mu, c'est mu. Donc, notre biais, c'est l'espérance de x bar n moins mu. Et l'espérance de x bar n, on vient de la calculer à la ligne au-dessus, c'est mu aussi. Et donc, le biais, c'est mu moins mu. Autrement dit, c'est 0. Et donc, une variable qui a un biais égal à 0, c'est une variable sans biais. Voilà. Et un estimateur qui a un biais égal à 0, c'est un estimateur sans biais en l'espèce de mu. Donc le biais de x bar n comme estimateur de mu, c'est 0, donc x bar n, estimateur sans biais de mu. Bon, on a répondu à la première question. Deuxième question,
l'erreur quadratique moyenne de x bar n, sous-entendu comme estimateur de mu, toujours. À nouveau, définition. L'erreur quadratique moyenne, c'est le biais au carré, plus la variance de l'estimateur. Ça, c'est la définition. Donc on peut l'apprendre par cœur. Mais pourquoi ça? En fait, l'erreur quadratique moyenne, elle renseigne sur la distance possible entre l'estimateur et la quantité qu'on cherche à estimer, le paramètre qu'on cherche à estimer. Si on fait un petit dessin pour essayer de comprendre, sur mon petit dessin, là, qu'est-ce qu'on a? On a les densités de probabilité de deux estimateurs. Je vous rappelle que les estimateurs, dans la mesure où c'est des fonctions de variables aléatoires, c'est des variables aléatoires, et comme c'est des variables aléatoires, ils ont des densités de probabilité. Enfin, quand c'est des variables continues, en tout cas. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit, il y a un premier estimateur qui est tout pointu, là, le 1. Il est tout pointu, c'est-à-dire que... on va y rester là. Tout pointu, c'est-à-dire qu'il y a une variance faible. Les résultats sont peu dispersés. On voit qu'il est à valeur entre, en gros, 0 et 3. Et on voit aussi qu'il n'est pas centré. C'est-à-dire que le mode, le pic, là, il est, il est entre 1 et 2. Alors que l'autre, l'estimateur 2, celui qui est tout aplati, enfin celui dont la densité est tout aplatie. Densité tout aplatie, ça veut dire qu'il y a une densité de probabilité qui n'est pas nulle, entre, en gros, moins 7 ou moins 8 et 8. Donc il n'est pas à valeur, comme le précédent dans 0,3, il est à valeur de moins 8,8, donc il est beaucoup plus dispersé. Mais ce qu'on voit, c'est qu'il est centré, donc il n'est pas biaisé. Et donc l'idée de l'erreur quadratique moyenne, c'est de rendre comparable un estimateur biaisé et un estimateur pas biaisé, en se disant que les raisons pour lesquelles on est à une certaine distance du paramètre qu'on estime, c'est soit parce qu'on a du biais, soit parce qu'on a de la variance. Bon, et concrètement, ce qu'on voit, c'est qu'ici, même si 1 est préférable, ça veut dire qu'en moyenne il se trompe, alors que 2 il ne se trompe pas en moyenne. Mais même si 2 ne se trompe pas en moyenne il est plus loin. Alors que 1, même s'il se trompe en moyenne il est plus près. Et on peut préférer un petit peu de biais, quitte à être plus près, plutôt que pas de biais du tout, quitte à être beaucoup plus loin. Voilà, donc du coup, l'erreur quadratique moyenne, ça nous donne une idée de la distance au paramètre qu'on estime. On finit avec les dessins, et maintenant on va calculer cette quantité biais au carré plus variance. Bon, le biais, c'est pas compliqué, on vient de le calculer, il valait 0. Donc 0 au carré, je pense qu'il n'y a pas besoin de calculatrice. En revanche, la variance, il n'y a pas besoin de calculatrice non plus, mais il y a besoin de réfléchir. Alors, la variance donc de x bar n, comme on se souvient que x bar n c'est 1 sur n fois la somme, c'est la variance de 1 sur n fois la somme. Et là, c'est pas linéaire. C'est pas linéaire. Donc quand on veut sortir le 1 sur n, ça nous donne 1 sur n2 fois la variance de la somme. Et la variance de la somme, c'est quoi? C'est la somme des variances plus la somme des covariances. Et là, il ne faut pas les oublier, les covariances, parce qu'il y a de la corrélation, donc les covariances ne sont pas nulles. Bon, mais là, c'est des gribouillis. On va écrire ça proprement, d'accord? On va écrire ça proprement, et donc, on a 1 sur n2, puisque quand on a sorti le 1 sur n de la variance, comme la variance, c'est un opérateur quadratique, de fait, on se retrouve avec 1 sur n2 fois la variance de la somme. Et la variance de la somme, c'est la somme des variances plus la somme des covariances. Et la somme des covariances pour i qui vaut de 1 à n, pour j qui vaut de 1 à n, et j différent de i, bien sûr. Puisque si on admettait que j puisse être égal à i, on aurait des covariances xi, xi, et la covariance xi, xi, c'est la variance de xi. Donc c'est pour ça que on a une somme de covariance où on a tous les i et tous les j différents de i, mais pas tous les j. Hein, bon, alors, on se souvient aussi que quel que soit i, puisque les xi sont identiquement distribués, en fait, tous les xi ont la même variance qui vaut sigma 2, et du moment qu'on prend j différent de i, toutes les covariances sont égales et elles valent ρ sigma 2. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? Dans notre parenthèse, on a une somme dans laquelle il y a n termes, c'est la somme des variances, c'est la somme des variances des n variables, et une somme dans laquelle il y a n fois n moins un terme, c'est la somme des covariances. Pourquoi il y a n fois n moins un terme? Parce qu'on fait la somme de 1 à n sur i, et de 1 à n sur j, moins 1, qui est le cas j égale i. Donc en fait, notre variance de xn bar, c'est 1 sur n2, n termes qui valent chacun sigma 2, c'est les variances, n moins 1 termes qui valent ρ sigma 2, et donc ça nous fait un truc un peu indigeste, mais où on a un terme en sigma 2 sur n, d'accord, puisque les n se simplifient, et un terme en nn-1 ρ sigma 2 sur n2. C'est bien, mais on apprend le grec quand on fait des stats. Bon, alors oui, d'accord, et après, qu'est-ce qu'on fait avec ce machin? En fait,
En fait, ce qu'il y a, c'est qu'on peut maintenant reconstituer notre erreur quadratique moyenne comme étant la somme du biais au carré et de la variance. Le biais, c'est toujours 0, et la variance, c'est le machin qu'on vient de calculer, sigma 2 sur n plus n-1 rho sigma 2 sur n2. Bon, et alors ce qu'on voit en fait d'intéressant, c'est en fait que autant sigma 2 sur n, il converge vers 0, quand n tend vers l'infini. C'est-à-dire que concrètement, si on n'avait que le terme en sigma 2 sur n, ben notre erreur quadratique moyenne, elle convergerait vers 0. Seulement, le problème, c'est qu'on a cette espèce de terme en nn-1 rho sigma 2 sur n2, et ça converge vers rho sigma 2. Ça converge vers rho sigma 2 parce que nn-1 sur n2, quand n tend vers plus l'infini, ça tend vers 1. Hein, le moins 1, quand n vaut l'infini, on l'oublie. Donc on a du n2 sur n2, et voilà. Donc de fait, dans notre erreur quadratique moyenne, il y a un terme qui converge vers rho sigma 2. Et alors, rho sigma 2, c'est pas égal à 0, enfin, sauf si rho égale 0, naturellement. Et donc la question de savoir si xn est un estimateur convergent de mu, en fait, on a une condition suffisante. Ça, c'est encore du cours. Si l'erreur quadratique moyenne tend vers 0 quand n tend vers l'infini, alors ça veut dire que xn bar comme estimateur de mu est un estimateur convergent. C'est ce qu'on appelle une condition suffisante. Il suffit qu'elle soit remplie pour que on obtienne ce qu'on veut, c'est-à-dire la convergence. Donc de fait, l'erreur quadratique moyenne de l'estimateur tend vers 0, c'est une condition suffisante pour que l'estimateur soit un estimateur convergent de ce qu'il estime. On vient justement de montrer que l'erreur quadratique moyenne, elle tendait pas vers 0, mais vers rho sigma 2. Alors évidemment, si rho sigma 2, ça vaut 0, c'est-à-dire si rho vaut 0, c'est convergent. Mais si rho est différent de 0, comme c'est le cas dans l'énoncé, ça veut dire donc que xn bar ne remplit pas une condition suffisante de convergence. Attendez, ça ne remplit pas une condition suffisante de convergence, ça ne veut pas dire que c'est pas convergent. Il faudrait ne pas remplir une condition nécessaire. Bon d'accord, mais on va faire comme si on était content avec ça. On va dire ça ne remplit pas la condition suffisante, donc ça ne converge pas. Donc on considère que ça ne converge pas. Donc c'est pas comme on voudrait que ce soit. Voilà. C'est pas une démonstration parfaitement rigoureuse, mais ça ne remplit pas le critère, donc ça ne nous va pas. Donc on a un estimateur dont on pense qu'il n'est pas convergent. Sauf si ρ égale 0, parce que si ρ égale 0, alors l'erreur quadratique moyenne de x bar n en tant qu'estimateur de mu tend vers 0. Et donc, x bar n est un estimateur convergent de mu. Un estimateur convergent de mu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous augmentez la taille de l'échantillon jusqu'à l'infini, l'estimateur vous donne la vraie valeur du paramètre que vous cherchez. Ça veut dire que vous finissez par tomber sur la vérité. Alors que si l'estimateur n'est pas convergent, il reste une variance, et donc même quand vous augmentez la taille de l'échantillon, vous restez dans un voisinage, bon, que vous pouvez calculer, mais vous n'avez jamais la vraie valeur. Et voilà, en fait, on l'a démontré. Enfin, presque. Hein, on ne remplit pas la condition suffisante, si ρ différent de 0, ça ne converge pas. Si ρ égale 0, ça converge. X bar n, dans ce cas, et dans ce cas seulement, X bar n est un estimateur convergent. Ce qu'il fallait démontrer, Coderat demonstrandum. Merci de votre attention. Et n'oubliez pas, les stats, c'est pas que de la théorie, c'est surtout, avant tout, de la pratique. C'est-à-dire que ça sert pour les décisions de la vie courante. Vous me raconterez vos décisions de la vie courante, prises grâce aux stats. Merci.